catastrophique du modèle capitaliste de l'Ouest, sans aliénation, consumérisme, tout ce que vous voulez. L'idée, je crois, c'est profondément idéologique. C'est le rêve d'un capitalisme sans cet effet destructeur. C'est ça ce que les gens font, et je, en tant qu'Européen, je suis absolument contre, parce que je crois que, malheureusement, nous, en Europe, nous connaissons très bien, dans le XXe siècle, un grand projet de modernité alternative qui s'appelle fascisme, qui est précisément ça. L'idée, c'est d'avoir modernité sans en payer le prix par la lutte de classe, etc., etc. C'est pourquoi je crois que Chavez n'est pas vraiment, bien qu'il se réclame du marxisme, je ne sais pas quoi, un anticapitaliste. C'est un rêve d'une modernité alternative. Donc, de là, je veux passer au deuxième thème, un communisme sans histoire. Ici, je veux faire une chose paradoxale. Je veux défendre les deux positions qui ont été très critiquées aujourd'hui. Premièrement, l'idée de l'éternelle idée du communisme. Mais je crois que, précisément dans toute sa connotation platonicienne, je supporte cette idée. Je crois que ce n'est pas même une idée, c'est un fait réel, presque, comme le dirait Kant, un fait de la raison pratique, qu'il y avait de temps en temps dans l'histoire, je ne sais pas, comme vous voulez, les premières révoltes des esclaves dans le premier empire oriental, les révoltes millénaristes des paysans, Haïti, jacobins. Et pourquoi je suis pro-jacobin? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez contre Robespierre, etc., mais la France révolutionnaire des jacobins a été quand même le seul État qui a totalement reconnu la révolution à Haïti. Avec Napoléon, comme vous savez, ça a totalement changé. Napoléon avait même l'idée que cette révolte des esclaves est tellement dangereuse que ce n'est pas assez de les recoloniser. Napoléon a proposé qu'on doit les tuer tous et emporter de nouvelles esclaves. Donc, je crois qu'il n'y a rien de naïf ici. C'est vrai que de temps en temps, on a, disons, cette explosion si vous voulez, éternelle idée du communisme. Il y a une constante transhistorique là, qui, comme une pulsion freudienne, ça revient, ça se répète. Le problème crucial, c'est bien sûr, est-ce que ça suffit? Est-ce que l'horizon final de notre lutte doit être cette idée de communisme à la Beckett? Je pense que cette phrase célèbre à Beckett quand je dis que tu dois agir, faire le geste, échouer, puis agir de nouveau pour échouer d'une façon meilleure, etc., etc. Non, je crois, et je suis ici optimiste dans le pessimisme même, je crois qu'aujourd'hui, et je suis très orthodoxe au sens marxiste ici, quand même, notre moment historique est singulier. Pourquoi? Précisément parce que, comme tu as développé déjà d'une façon très belle, précisément parce que aujourd'hui c'est le capitalisme lui-même qui déjà mobilise ou bien actualise cette, disons, dialectique destructive. Comme tu l'as dit, c'est le capitalisme comme celui qui exécute le testament communiste, bien sûr avec des limites très précises, société de classe, etc., etc. Mais je veux dire que ça, là, on a donc une alternative, la seule alternative véritable. Est-ce qu'on choisit le chemin de Negri ou bien de Deleuze, que je suis tenté à l'appeler accélérationnisme? C'est-à-dire que, comme ça a été par Rancière critiqué, je suis tout à fait d'accord avec lui, comme si le développement le plus postmoderne capitaliste est déjà objectivement communiste, et tout ce qu'on doit faire, c'est pas le combattre, mais le développer, même le pousser jusqu'à l'extrême. Est-ce que c'est ça, ou bien quoi?
Je n'ai pas une grande réponse, je crois seulement, de nouveau, d'une façon assez naïve que, à 3-4 niveaux au moins, pour le dire presque dans les termes religieux, un moment apocalyptique s'approche. Très naïvement. Non, je n'aime pas des conneries comme 2012. Pas 2012, mais 2020, 30, etc. Des changements. Écologie. C'est incroyable ce qui se passe. Vous devez seulement comparer la réaction des grands pays, ça c'est une erreur technique. Ok. La réaction à la crise financière, la comparer à la réaction à la crise écologique. La crise écologique, on a négocié Copenhague, rien pratiquement. La crise financière, dans une semaine, on a trouvé des sommes d'argent. C'est-à-dire, c'est tout à fait clair que ni l'État ni le marché ne peuvent pas le faire. Après, biogénétique. Aujourd'hui, avec un prospect de lien direct du cerveau humain avec des machines, de changement de nature humaine, quelque chose, il y a des perspectives tout à fait nouvelles là. On a déjà parlé de la question de la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour le fonctionnement de l'État capitaliste? De nouveaux murs, homo sacer, etc., etc. Je crois que dans tous ces processus qui se désignent, cette nouvelle forme de ce que Marx a appelé, je suis très orthodoxe ici, la position prolétarienne, qui est, comme on a déjà souligné ici, la position prolétarienne dans le terme hegélien, c'est quelque chose de très précis pour Marx. C'est une subjectivité privée de substance. Cette substance, c'est ce dont a déjà parlé aujourd'hui les communs, la privatisation des communs. Nature, comme notre commun naturel, est privatisé, détruit. En biogénétique, notre héritage génétique est privatisé, propriété immatérielle, intellectuelle, privatisée, etc., etc. Même, je crois, et j'aime beaucoup le livre de Catherine Malabou, Les Nouveaux Blessés, où elle développe même l'idée que la forme prédominante de psychopathologie aujourd'hui, les nouveaux blessés, c'est le titre de son livre, les sujets post-traumatiques, c'est quelque chose comme le prolétaire psychique, c'est-à-dire le sujet dont toute la substance symbolique est détruite, le sujet qui survit comme une espèce de mort vivant. Dans telle situation, on a besoin de la théorie ou pas. Je crois que oui, plus que jamais, parce que les problèmes même sont souvent visibles seulement à travers la théorie. Et ici, je suis d'accord avec ce qu'on a dit sur la capacité partagée, mais quand même, comment le dire, je crois que quand même au niveau de certains niveaux de savoir pratique, on doit garder toute la hiérarchie. C'est la seule chose qu'on ait. Je me souviens, Terry Eagleton m'a dit une anecdote formidable sur Eric Hobsbawm, le grand historien. Il a visité une usine il y a déjà 30 ans, et pour être populaire, 68, etc., il a dit aux travailleurs, je ne sais pas plus que vous, je veux seulement partager mon ignorance avec vous, je ne suis pas plus que vous, je veux apprendre de vous. Et un ouvrier ordinaire, l'entrepôt, et il dit, c'est faux, est-ce que vous êtes crétin ou quoi? Non, vous êtes payé pour savoir plus que nous, et nous voulons que vous nous disiez ce que, etc., etc. Je crois qu'il y a quelque chose de dire, si un scientifique dit non, on est tous égaux, je partage avec vous, qui est la forme la plus raffinée d'une arrogance absolue. De l'autre côté, je sais que l'universalisation du discours scientifique aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez paradoxal. Parce que, est-ce que vous avez observé un point très précis qu'aujourd'hui on parle de expert opinion, de opinion des experts, ce qui est très contradictoire. Dans le vieux temps, on a dit, nous... Oui, c'est épistème, les scientifiques et les gens ordinaires ont de l'opinion. Maintenant, c'est les scientifiques qui ont des opinions, non? Donc, je suis tout à fait d'accord ici avec Rancière qu'on ne peut pas faire référence à une théorie neutre.